puisque vous savez que ce sera justement la date du 9 juin sera les élections européennes. Donc ce discours, il est important d'autant plus que en 2024, les États-Unis et le Royaume-Uni et l'Union européenne vont justement connaître des élections, ce qui aura un impact sur les aides vis-à-vis de l'Ukraine et plus globalement la place de la démocratie. Donc sans plus attendre, nous allons laisser la parole à Olivier Brunet, Team Europe Direct, à Prince Maboussou, vice-président des Jeunes Européens à Orléans, et Albrecht Sontag, professeur en études européennes à l'EU Asia Institute à l'ESCA d'Angers. Alors, messieurs, d'après vous, qu'est-ce qui était le plus important dans ce discours? Qu'avez-vous retenu de ce discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen? Je vais laisser la parole à Prince Maboussou. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Ce que moi je retiens de ce discours, c'est que j'ai vu une femme forte, une femme souriante et qui sort par les grandes portes. Elle qui avait été cherchée il y a 4 ans, un petit peu, enfin, voilà. Et de ce discours qui devait tirer le bilan de l'année 2023 a finalement été le bilan de sa présidence à la Commission européenne. Et beaucoup de choses ont été dites. Je retiens deux choses en particulier. Le clin d'œil à la jeunesse, parce que c'est leur union également, c'est leurs élections, leurs défis. Et je trouve remarquable que Ursula von der Leyen a affirmé qu'aucune pause n'est envisagée pour le pacte vert. Donc, ce magnifique clin d'œil à la jeunesse pour aussi les inciter à aller voter. Ensuite, le dernier élargissement date de 2013 avec l'entrée de la Croatie. Ça fait déjà 10 ans. Et l'expression qui m'a marqué, c'est Europe 30 plus ou l'UE à 30, voire plus. Avec cet élargissement porté sur l'Est de l'Europe, le centre de gravité va donc se déplacer un petit peu plus vers l'Est, vers Prague, Varsovie qui sera aussi au cœur d'élections dans quelques mois. Merci Prince pour cette analyse à chaud, puisque je vous rappelle que le discours sur l'état de l'Union, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, a eu lieu hier, le 13 septembre à 9 heures, de 9 heures à 10h15. Et d'ailleurs, on félicite les 20 étudiants du CNAM en licence analyse économique et financière d'Angers qui se sont connectés. Donc, merci à vous. Et je rappellerai juste avant de laisser la parole à Olivier Brunet qu'en bas de votre écran, vous avez un Q et R qui vous permet de poser vos questions que je prendrai en note et que nous poserons justement à nos intervenants en fin de session vers 13 heures. Alors, voici les points forts qu'a retenu le vice-président des Jeunes Européens à Orléans, Prince Maboussou. Et vous, Olivier Brunet, Team Europe Direct, quelles sont les choses que vous avez retenues du discours de Madame von der Leyen? Bon, merci Hélène. Effectivement, ce que j'ai retenu, je dirais, il y a des éléments de forme et des éléments de fond. Sur les éléments de fond, je rejoins largement ce qu'a dit Prince, c'est-à-dire que la présidente de la Commission européenne a été assez habile pour utiliser son dernier discours sur l'état de l'Union et faire en fait un bilan complet d'une commission qui se voulait actrice sur le pacte vert, sur les questions numériques et sur la dimension géopolitique. Donc là, il n'y a pas photo, il y a vraiment la matière et la matière pour organiser un discours que j'encourage nos auditeurs à lire complètement parce que c'est un texte intéressant pour ceux qui s'intéressent au projet européen. Je vais insister peut-être un peu plus sur des éléments de forme. Sur les éléments de forme, je trouvais que du côté de la présidente, il y avait une approche très présidentielle. Ça n'étonnera sans doute pas un public français, mais j'attire aussi nos auditeurs sur le fait que la Commission européenne n'est pas seulement une présidente, c'est un grand collège. J'étais tout de même un peu étonné que la présidente donne très peu de place ou de référence à ses collègues. Le pacte vert, c'est largement le travail de Timmermans qui vient de partir. Le numérique, c'est largement le travail de Thierry Breton. Et je trouvais que l'exercice était très présidentialisé. Bon, c'est évidemment parce qu'on approche d'une élection dans laquelle la présidente actuelle aura peut-être envie de se représenter.
Je trouve que ça aurait gagné tout de même à être un petit peu plus collectif. Et du côté Parlement européen, je retiens plutôt un dialogue assez complexe et finalement très clivant entre les pro-européens et les anti-européens. Le Parlement européen est habitué à des majorités mouvantes. J'ai trouvé que là, en termes de pure analyse politique, on se retrouvait vraiment avec une majorité qui a soutenu von der Leyen sur l'ensemble du mandat et qu'on retrouve bien. Et donc, les Verts ne font pas défaut parce qu'ils retrouvent le pacte vert. Les socialistes sont toujours à bord parce qu'ils trouvent qu'il y a suffisamment de social. Et par contre, on voit un certain déchaînement d'acteurs anti-européens et d'extrême droite et qui prennent date pour l'année prochaine, en commençant par Jordan Bardella. Donc, on est vraiment sur une dernière année d'un cycle politique. Et donc, je trouve que là-dessus, la présidente de la Commission européenne a bien tenu sa place en évitant les polémiques avec ceux qui voulaient en découdre. Et donc, globalement, c'était un exercice assez intéressant. Merci beaucoup, Olivier Brunet. Pour information, je vous ai mis dans le fil de discussion le lien vers le discours intégral de la présidente Ursula von der Leyen, si vous voulez après le travailler en cours pour ceux qui sont au CNAM et pour les autres l'avoir aussi. Et vous, monsieur Albrecht, donc professeur à l'ESCA, quels sont les points que vous avez retenus de cette Alors, intervention? aucune objection avec ce qu'ont dit mes deux collègues. Bien au contraire, on a eu un sentiment assez partagé hier quand on s'est parlé très rapidement pour comparer un petit peu nos impressions. Je trouve que cette version, cette édition 2023 du discours de l'État d'une Union a aussi révélé ou confirmé, s'il fallait encore le faire, que c'est au fond quand même un exercice de style qui peut aussi dériver vers un exercice un peu stérile, notamment en fin de mandat. Hein, là, on a eu le dernier, Prince vient de le dire. Il s'agit plus tellement d'étaler une ambitieuse feuille de route pour les années à venir parce qu'on ne sait pas de quoi elles seront faites et si on est encore là. Il s'agit plutôt de défendre un bilan en vue d'une éventuelle prolongation de bail dont on se gardera pourtant d'évoquer la potentialité. Donc c'est un jeu où on marche sur les œufs, un jeu rhétorique. Idéalement, il faut se fâcher avec personne dont on pourrait avoir besoin de solliciter le soutien par la suite. La prudence est de mise et cette prudence tangible à travers le discours tout entier a pour résultat que tout le monde finit par rester sur sa faim un peu et que ce qui n'a pas été dit, je rentre pas à ce que vient de dire Olivier Brunet, est tout aussi important que ce qui a réellement été dit. Et je rejoins Olivier aussi sur l'observation que les interventions différentes des groupes parlementaires sont également un exercice de style, parfois touchant légèrement au caricatural dans tous les sens, et bien entendu, sans connaître le discours, ils doivent préparer une réponse. Tout ça, c'est pas idéal pour la dynamique de l'ensemble. On était d'accord aussi que c'était très long, hein, bien plus que les 2 heures initialement prévues. Ça aussi, ça montre que c'est un jeu davantage institutionnel que dirigé vers le grand public. Alors justement, Monsieur Albrecht, vous avez parlé de choses qui auraient manqué éventuellement au discours de Madame Ursula von der Leyen, euh, et vous faisiez référence à justement ce que Olivier supputait un petit peu. Olivier Brunet, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vous, ce qu'il a manqué dans ce discours? Alors là, je vais reprendre une casquette plutôt d'ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Quand les collègues écoutent ce type de discours, évidemment, ils vont regarder s'ils sont sur la photo ou s'ils ne sont pas sur la photo. Et c'est pas inutile parce qu'en 1 heure, on ne peut pas tout prendre. Donc l'ordre était assez logique et personne ne va reprocher à la présidente d'avoir traité le pacte vert, d'avoir parlé de l'Ukraine, d'avoir parlé de géopolitique. Si on regarde un petit peu plus dans les détails et sans être trop technique, l'année dernière, elle avait beaucoup parlé d'énergie. Cette année, elle en a parlé à peine.
Donc, je note que le sujet n'est pas devenu moins important, mais il reste extrêmement difficile. Je trouve qu'elle a finalement assez peu parlé des questions de santé, alors que le bilan de la commission von der Leyen est bon, parce qu'on a fait face à une pandémie avec très peu de compétences en santé, et on est sorti avec tout de même une grande organisation autour de la vaccination. Et là, je trouve qu'elle a manqué un petit peu de souffle, parce que elle aurait pu rappeler tout de même que cette Europe de la santé, on n'est pas à l'abri d'une prochaine pandémie, donc il faut essayer de capitaliser sur ce qu'on a appris pour le coup d'après. Sur le social, j'ai été un petit peu étonné et je trouve que c'était logique que la présidente insiste beaucoup sur la thématique de l'égalité homme-femme, la question des violences, et il y a aussi des acquis de la commission von der Leyen sur ce domaine. Je trouve que sur le social et notamment vis-à-vis du groupe socialiste, on aurait pu parler de l'année européenne des compétences. On aurait pu, ça je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, parler de la négociation en cours sur la directive sur les conditions de travail des travailleurs sur les plateformes, qui est à mon avis un des grands sujets. Et si ça passe, ça pourrait être un des grands acquis de cette commission. Et pour finir, je trouve que le texte est un peu du jargon. Parfois, le Next Generation EU ne dira pas grand-chose au grand public. Et par contre, on a tendance à oublier que cette commission est aussi la commission qui porte la gestion de programmes avec des budgets en forte croissance. Et je pense à Horizon Europe et Erasmus+. Et donc, je trouve dommage qu'on n'arrive pas non plus à parler à un moment donné de recherche et d'innovation et d'éducation. Bon, et sans vouloir faire une feuille de route trop longue, là, je trouve que c'est aussi une occasion manquée parce que l'éducation, ça parle, et de parler aux jeunes en disant qu'ils sont jeunes et ils ont un avenir, il faut aussi articuler ça avec l'éducation. Et puis, la dernière chose, c'est un clin d'œil, il n'y avait rien sur le Brexit, c'est normal, mais je vous signale que le Royaume-Uni est toujours là et vient de réintégrer en finançant Horizon Europe. Donc, les parlementaires n'ont pas voulu parler du Brexit. Donc, c'est un sujet qu'on a mis de côté alors qu'il nous a bien occupé les dernières années. Parfait, merci beaucoup. Albrecht aussi, vous disiez qu'il y avait des choses qui avaient manqué. Oh, non, je ne serais pas très sévère sur ce point-là. Il y a une limite dans le temps et la gamme de domaines qu'il y aurait à couvrir est tellement vaste qu'il est impossible à donner satisfaction à tout le monde. Je trouve que ce qui a manqué, virgule, heureusement, hein, c'est les fameux gages qu'elle était censée donner à la droite, à la gauche, en vue de améliorer sa position pour un renouvellement de bail pour 5 autres années, et elle s'est pas laissée prendre à ce jeu-là, ce qui parle en sa faveur et en faveur de ses capacités rhétoriques aussi. Je présume aussi que ça a été suffisamment relu pour éviter ce genre de choses. Donc, il n'y a pas eu de mention d'une genre de pause dans la mise en œuvre du pacte vert, par exemple, quelque chose qui était réclamé par le PPE ou par certaines voix du PPE depuis un moment, ou par certaines capitales nationales, y compris la nôtre d'ailleurs, récemment. Donc, ce genre de gage, elle a évité de donner. Donc, les non-dits entre les lignes ont montré aussi qu'il y a là, comme disait Prince tout à l'heure, une personnalité forte. Je trouve une personnalité qui s'est renforcée, hein, qui s'est fortifiée, si on peut dire ça, au cours des 5 dernières années, qui en a surpris plus d'un et qui trace son chemin. Hein. Il y a une autorité naturelle aussi qu'elle s'est appropriée, qu'elle s'est construite en traversant les crises. J'ai trouvé que la personne qui a formulé le discours était tout aussi intéressante que le discours lui-même, et surtout quand on pense d'où elle vient. Euh, Quand on pense qu'elle a pas du tout été candidate à ce poste il y a 5 ans, qu'elle a été tirée du chapeau de Monsieur Macron et de Madame Merkel comme un lapin, euh, et que ce deuxième choix s'est avéré quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est quand même très intéressant, et quelqu'un qui était capable aussi
d'apprendre sur le tas et avec une vitesse remarquable. Là, c'est le pédagogue peut-être qui parle, mais je suis impressionné aussi par la manière dont elle s'est approprié ce job, tout en naviguant des moments plus que délicats, comme une pandémie. Avant même qu'elle ait fini sa première année, elle s'est retrouvée dans une situation totalement inédite à laquelle on ne pouvait pas être préparé. Elle a fait face à des moments de sexisme ordinaire, si vous vous souvenez du Sofagate avec les machos, Monsieur Erdogan et Michel. Elle a surmonté tout ça. Franchement, elle a fait une performance et ça se reflétait aussi dans la manière souveraine dont elle a géré son discours. Euh, et la satisfaction avec ce qui a été achevé. Donc, elle a fait un parcours qui qu'on n'aurait pas pu soupçonner après l'avoir suivi dans ses différentes fonctions au sein du gouvernement allemand sous Angela Merkel. Donc, chapeau, il y a là une histoire d'un développement personnel tout à fait remarquable et ça mérite aussi le respect. Merci beaucoup, Monsieur Sontag. Euh, Prince Maboussou, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait rapprocher à l'agenda français du discours de Madame la présidente de la Commission européenne? Ce qu'on pourrait rapprocher de l'agenda français est que nous, Français, nous allons vivre durant les prochaines semaines une, enfin, parmi l'agenda politique, dans l'agenda politique, la loi travail et immigration. Et la présidente de la Commission européenne l'a évoqué à l'échelon européen pour aider les PME durant cette période post-pandémie. Ces PME ont aussi subi l'augmentation du coût des matières premières et si je reprends une phrase qu'elle a dite, des millions d'emplois cherchent preneurs. Et donc, on parle de plusieurs secteurs. On parle du secteur de l'hôtellerie-restauration, on parle du médical, on parle du secteur de l'informatique, pour ne citer que ceci. Toutefois, pour pouvoir travailler, certains parents aimeraient aussi trouver une solution d'accueil pour garder leurs enfants. Et afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie familiale, donc, c'est intéressant que Madame von der Leyen l'ait évoqué en tant que femme, en tant que mère et également en tant que grand-mère. Elle nous a annoncé qu'elle était devenue grand ces 4 années. Et une autre solution pour aider les PME est donc l'immigration et une immigration de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que ce serait un clin d'œil, voire un souhait pour les États nationaux membres de cette Union européenne? La question reste ouverte. Merci beaucoup, Prince. Pour vous, Albrecht Sontag, quelle est la thématique qui pourrait être mise en avant? Vous avez parlé de l'agenda français et on est, je pense, tous d'accord que c'est pas son job de représenter l'agenda français, mais on peut dire qu'il y avait dans cette annonce de l'ouverture d'une enquête sur les voitures électriques chinoises sur le marché unique, il y avait effectivement un lien avec une demande française de regarder de plus près la manière dont ces voitures, en conquérant des parts de marché en Europe, bénéficient d'un soutien gouvernemental, de subventions qui mériteraient une réponse économique appropriée, c'est-à-dire peut-être carrément des sanctions économiques, des restrictions. On verra sur quoi débouchera cette enquête. Donc ça, c'était une demande française qui n'était certainement pas très coordonnée avec les Allemands. La fédération automobile allemande était aussi très rapide à y répondre dès hier dans un petit communiqué comme quoi il fallait être très prudent avant de s'engager sur une action contre les voitures électriques chinoises trop bon marché, dans la mesure où les rétaliations, les contractions
que risquerait de prendre la Chine sur son marché, qu'on rappelle est aussi important que le marché unique européen, voire plus, pourrait porter préjudice à beaucoup d'entreprises européennes. Je pense bien entendu à Volkswagen, BMW et les autres qui ont des engagements extrêmement forte sur le marché chinois. Donc là, on a eu cette annonce d'une enquête et parmi les éléments du discours qui ont suscité les réactions les plus rapides. Donc, je viens de dire la réaction plutôt calme de la Fédération automobile allemande et la réaction un peu plus tonitruante et accusatrice comme on a l'habitude maintenant d'entendre, de sources chinoises. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de très délicat. Donc, allons voir ce que donne cette enquête. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, en voilà une, et elle a suscité des réactions. Alors, quelqu'un, justement, dans les questions-réponses, mentionne qu'elle a insisté sur une nouvelle étape du pacte vert. Donc, voilà. D'après la personne, c'est une porte ouverte peut-être à une révision de ce pacte vert. Prince Magoussou, d'après vous, une thématique à mettre en avant, en plus de la loi, alors qui était en lien avec l'agenda français? Ben, le discours a été initié et même ouvert avec le pacte vert. Et énormément d'éléments qui ont été rappelés, notamment vis-à-vis de cette thématique. Mais moi, je vais m'attarder en fait sur le ton qu'elle a pris pour évoquer ce pacte vert, puisque cet été, on a connu des températures encore plus inhabituelles en Europe et ça continue de mal en pis. Elle a évoqué le climat, les ravages du changement climatique au sein du territoire de l'UE. Je cite la Grèce, l'Espagne, la Slovénie, la Bulgarie, entre inondations et incendies. Ainsi, il faut donc continuer le combat avec le pacte vert, comme elle l'a pu l'annoncer. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'elle souhaite aller au bout des choses et que cette année ou ces 300 jours qui restent à faire ne soient pas anodins vis-à-vis de cet engagement qu'elle a pris en 2019. Pour ce qu'il en est de ce qui a été fait durant ces 4 années, donc, on note un nombre d'aciéries propres qui est passé de 0 à 38. On note également que l'Union européenne a investi énormément dans le domaine de l'hydrogène propre. Et en termes de comparaison, c'est largement plus que les États-Unis et la Chine réunis. Et enfin, que le premier porte-conteneur fonctionnant au méthanol propre à partir d'énergie solaire est européen. Toutes ces anecdotes et pour mettre en avant les avancées en termes d'industrie vis-à-vis du pacte vert, donc font preuve de l'avancée qu'a pu faire l'Union européenne. Et je retiens une phrase, donc citation, l'avenir de notre industrie des technologies propres doit se construire en Europe. Fin de la citation. Je pense que cette phrase en dit long sur ce qui nous reste à faire, sur les 300 jours à venir, mais aussi sur la suite du calendrier européen. Ah, merci, Prince. Je Hmm. rappelle que Prince est vice-président, hein, des Jeunes Européens d'Orléans, qui est une association justement qui réunit des jeunes. Donc, c'est bien de voir que ce qui a retenu un petit peu l'intérêt des jeunes, c'est les questions environnementales. Vous, en tant qu'ancien fonctionnaire de la Commission européenne, Olivier Brunet, qu'est-ce que vous avez retenu comme thématique principale? Alors, je vais prendre 2 minutes pour parler de géopolitique. Je pense que les 5 dernières années, en tout cas, ont donné raison à la vision de von der Leyen en mettant sur pied une commission qui se voulait ouverte aux questions du pacte vert, aux questions numériques. Il ne faut pas les oublier parce qu'on a atteint des résultats significatifs sur le numérique et sur la géopolitique. On l'attendait pas mal au tournant parce que la géopolitique, il ne faut pas oublier que c'est pas tant le domaine de la Commission, mais aussi le domaine du Conseil.
Et malgré tout, la pandémie avec son volet absolument mondial et la guerre en Ukraine avec ses répercussions géopolitiques ont donné raison à cette vision géopolitique. Donc je crois que la construction des 5 dernières années, 4 années et demie, va augurer très largement de ce qui nous attend pour la future commission. Et je crois naturellement que la thématique de l'élargissement qui a été largement évoquée par Ursula von der Leyen va être une thématique majeure dans les années qui viennent, sans surprise. La question de la Russie et de l'Ukraine, hélas, ne va pas s'arrêter en 2024. La question de la Chine a été citée et recitée, et notamment en lien avec le volet économique et la volonté d'arriver à une plus grande souveraineté européenne. C'est des grands sujets qui vont nous accompagner, c'est des sujets de génération. Euh, Ursula von der Leyen a parlé d'Afrique, et donc là aussi, je trouve que c'est clair et net qu'il y a une bonne appropriation par une présidente de nationalité allemande d'un grand sujet qui permet à des Français aussi de voir qu'il y a une dimension européenne sur la coopération africaine, sans oublier l'Amérique latine. Et puis l'année prochaine, on a une élection majeure au Royaume-Uni, mais on en a une aussi et surtout aux États-Unis. Et donc, il faut qu'on se donne rendez-vous, je dirais, sur les grands enjeux de la géopolitique, sans oublier naturellement l'Europe de la défense, sur lequel il y a eu aussi d'assez longs passages du discours sur l'état de l'Union. Euh, Europe de la défense, qui dans la version von der Leyen est une version en synergie avec l'OTAN, et là aussi on verra un petit peu qu'est-ce qui va devenir le poste de secrétaire général de l'OTAN, puisque ça n'est pas un scoop, mais il y a un poste qui est absolument majeur qui sera occupé l'année prochaine. Et donc, je dirais vraiment géopolitique, parce que la géopolitique, elle va englober aussi les grands enjeux climatiques. Merci beaucoup, Olivier Brunet, Team Europe Direct, pour cette analyse. Alors, malheureusement, le temps qu'on s'était fixé avance. Donc, je vais vous proposer à tous les trois de donner un mot pour conclure sur ce discours sur l'état de l'Union. Et après, on pourra laisser la parole à nos auditeurs. Prince, ton mot pour conclure sur ce discours de l'état de l'Union, le dernier de la présidente dans son mandat. Alors, le mot pour conclure, c'est ce qui a été évoqué à la fin de l'intervention juste avant d'Olivier Brunet. C'est l'élargissement qui avait été évoqué par Charles Michel en amont de ce discours à la fin août et qui a été confirmé par Ursula von der Leyen. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Merci beaucoup, Prince Maboussou, donc de l'Association des jeunes Européens à Orléans. Olivier Brunet, et on terminera par Albrecht Sontag. Moi, je vais dire rendez-vous l'année prochaine avec curiosité, puisque l'année prochaine, on aura une nouvelle commission et un nouveau Parlement. Donc, on va redémarrer un cycle politique. J'ai le sentiment, au vu de ce qu'on a entendu hier, que von der Leyen sera la prochaine présidente de la Commission européenne, mais attendons de voir. Et puis au Parlement européen, eh ben, curiosité en espérant que l'élection du mois de juin ne soit pas un désastre en termes d'équilibre entre les Européens et les anti-Européens. Et donc mobilisation d'ici là, parce que ça n'est pas gagné du tout, du tout. Et donc le mot de la fin pour cette conclusion, Albrecht Sontag, professeur à l'ESCA d'Angers. Oui, alors pas grand-chose vraiment d'original à rajouter à ce que Prince et Olivier ont dit. Je m'aligne aussi sur ce que Olivier a dit au sujet de la géopolitique. On a vu dans les volets questions aussi la mention du Global Gateway qui a aussi occupé un petit paragraphe dans son discours. J'aurais envie de mentionner peut-être aussi que parfois la réalité, le progrès technologique, tout d'un coup s'invite dans un discours qui doit aussi prendre note du monde qui évolue et qui doit anticiper les choses qu'il faudra résoudre dans les années qui viennent. Et je pense que l'intelligence artificielle qui a fait irruption, si j'ose dire,
dans le discours et qui a occupé presque 5 minutes de l'ensemble du discours, ça reflète aussi qu'il y a là un sujet qui s'est imposé avec force dans l'agenda et dans l'agenda pas seulement des avant-gardistes européens, mais dans l'agenda de chaque chambre d'ado où se trouve aujourd'hui un accès direct à ChatGPT et on comprend que ce sujet situé dans un avenir lointain de science-fiction est tout d'un coup devenu une occupation du présent. Et on voit aussi là que ce qu'elle compte faire, ce que l'Union européenne et sa présidente de la Commission compte faire, c'est réguler, encadrer, établir des normes, ce que l'Union sait vraiment faire. Il y a la possibilité d'exercer un certain leadership mondial responsable. C'est toujours bon à prendre et c'est très utile à développer aussi dans un tel discours. On attendra la prochaine commission, peu importe qui la présidera, sur ce sujet, car effectivement, c'est là une responsabilité qui incombera à l'Union européenne de trouver des moyens de trouver une gouvernance responsable de cette nouvelle technologie qui évolue extrêmement rapidement. Donc 5 minutes sur 1 heure de discours, c'est pas rien, c'est quelque chose qui sera au centre même des 5 prochaines années, malgré tous les autres sujets d'envergure qui ne seront pas à éviter non plus. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, on va passer maintenant à la partie questions-réponses et je vais réunir deux interventions qui sont apparues dans les questions-réponses à propos de l'élargissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été dit au niveau de l'élargissement? Et Prince Maboussou nous a parlé au début de Europe plus 30 et plus. Donc, est-ce qu'il est possible pour vous de nous en dire un petit peu plus? Bon, moi, je veux bien dire un tout petit mot. Je trouvais en tout cas, et je m'appuie sur ce qu'a dit Prince, que le discours était équilibré puisque on parle d'élargissement, mais aussi d'approfondissement. On ouvre, je dirais, les choses de manière graduelle et elle l'a redit plusieurs fois, la présidente, en disant une Europe à 30, voire plus. Elle a évité de faire la liste longue des pays des Balkans, mais on parle bien des Balkans, on parle bien de la Moldavie. Et pour la Géorgie, on parle simplement de perspective européenne. Donc c'est un agenda gradué, mais elle ne peut pas aller plus loin parce qu'on sait bien que ce sujet-là devra être discuté avec le Conseil. Prince Maboussou? Oui, dans l'idée qu'a évoqué Olivier, c'était quand même notable de citer, même si il n'a pas fait de manière complète des pays des Balkans occidentaux, mais c'est très bien d'avoir cité la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, et de rappeler que des États qui ne font pas partie de l'Union européenne ont participé sur certains programmes européens. Je cite la Serbie et de mémoire la Moldavie. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc ça montre que nous ne restons pas fermés. Et pour aller un peu plus loin qu'Olivier, je dirais que l'approfondissement est évoqué en même temps que l'élargissement, mais sera fait en pensant également à inclure les futurs candidats ou les candidats actuels à l'adhésion. Et peut-être Albrecht Sontag par rapport à ce qui Oui, aurait été. alors, l'Europe joue depuis des années la montre sur l'élargissement, hein. Enfin, on le sait bien, on connaît les réticences dans un certain nombre d'États membres, on connaît les positions beaucoup plus ouvertes dans d'autres États membres et on sait que la réponse finale se jouera au Conseil européen. Donc, la présidente de la Commission, elle fait son job. Elle dit qu'il y a des pays qui sont prêts et il y a des candidats aussi qui nous sont imposés par les vicissitudes géopolitiques que nous ne maîtrisons pas.
Et peut-être avons-nous intérêt à arrêter de jouer la montre et de devenir proactifs sur ce dossier d'une importance cruciale. Je crois que le nombre d'options s'est considérablement réduit. Il n'y en a plus qu'une. Il va falloir élargir d'une manière ou d'une autre et il va pas falloir trop tarder à le faire. Maintenant, comment le Conseil européen va traduire ça dans des négociations qui s'annoncent plutôt âpres entre les uns et les autres, où l'élargissement risque d'être aussi un gage dans des négociations pour obtenir autre chose, ou un accord sur un élargissement vaudra réciprocité sur un autre domaine. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passeront derrière des portes closes. Il y a aussi des boîtes de Pandore qui peuvent être ouvertes sous forme de référendum, qu'on nous en protège, je veux bien, mais ça risque de se produire dans un, deux, trois États membres. Donc tout ça, ça va être un chemin très difficile. Je crains qu'on n'a pas d'alternative. Il va falloir marcher sur ce chemin. Et il va falloir le faire vite, quel que soit le prochain président de la Commission, il ou elle ferait bien de pousser, de continuer à pousser et de dire cette Europe des 30, voire plus, il faut qu'elle soit bouclée avant la fin du prochain mandat. Merci beaucoup. Alors, on va laisser la parole exceptionnellement à Michel Ferron, qui est dans notre pool de personnes qui nous écoutent. Léa, alors je rappelle que la technique est assurée par Europe Direct à Nantes avec Léa et la modération par moi-même, donc de Europe Direct Vendée. Donc Léa, si on peut ouvrir le micro de Michel Ferron et Et Michel peut-être même Ferron, la caméra. et peut-être aussi la caméra. Je dois mettre ma caméra ou bien? Oh, bah oui, c'est mieux. Bon, Michel, c'est le président de la Maison de l'Europe de Mayenne. Non, maintenant. C'est fini. Fini. Je suis. Non, je ne vais pas vous mettre ma caméra. Vous pouvez l'ouvrir. Comme mes étudiants. Bon, peu importe. Je veux bien. Oui, en tout cas, d'abord, oui, Olivier, c'est un petit détail. Je ne suis plus président de la Mayenne, mais j'ai obtenu la fonction de secrétaire général de la FFME et je reste évidemment présent dans le département. Alors, moi, je voulais d'abord remercier les organisateurs d'une initiative comme celle-là. Et ce que je voulais dire, on m'entend bien là, oui? Parfait. À titre individuel, à défaut de me voir, c'est pas bien grave. À titre individuel, c'est que moi j'ai trouvé, mais ça ne veut pas dire grand-chose, que c'était un beau discours, que malgré une certaine sobriété rhétorique, ça tombe bien, hein, il n'y a pas eu d'effet de manche, c'est pas style d'Ursula von der Leyen. Et j'étais aussi, moi, frappé par cette insistance sur l'élargissement. J'ai aussi noté la fermeté d'une mise en garde sur la Chine, qui est arrivée à deux reprises. Et je trouve que il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, marqué, c'est la séquence émotion sur l'Ukraine, pour dire que la politique, et ça je tiens à le souligner souvent, c'est pas que des idées, c'est aussi de la chair. Lorsqu'elle a évoqué l'anecdote tragique de Victoria, je ne sais plus comment, assassinée par un missile russe, et qu'elle a fait applaudir un compagnon de cette écrivaine qui était présent dans l'hémicycle, j'ai trouvé que le discours prenait un très grand tournant. Pour le reste, je dirais, pour conclure, que moi, je suis rassuré, réconforté d'entendre une présidente qui, tranquillement, mais fermement, fixe le cap. Et c'est vrai, les craintes qu'évoquait Olivier sur les dérives populistes, elles sont fortes. Mais on a là une responsable politique qui parle de la communauté avec un cap tranquille. Et le rappel des valeurs, ça fait plaisir à entendre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre petite question éventuellement, et on terminera peut-être sur celle-ci, par rapport justement à la révision potentielle des traités annoncés pendant la présidence belge. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce sujet?
Olivier, je te laisserai bien la parole là-dessus. À titre personnel, je ne suis pas extrêmement optimiste pour une révision des traités. Je pense pas que ce soit le poste le plus haut dans l'agenda de tout le monde il faut bien anticiper toutes les difficultés qui iraient avec. Mais en matière institutionnelle, je pense que Olivier est mieux placé que moi pour apprécier ce type de difficultés qui se poseraient. Ouais, sur ce sujet de révision, il y a eu un petit passage hier qui était fait pour les experts, qui était la réponse donnée à von der Leyen à Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt, qui est un des vétérans au Parlement européen, disait au revoir. Lui a toujours été un partisan de tout approfondissement et élargissement nécessite absolument une révision des traités. Elle a plutôt botté en touche élégamment et de manière intelligente, je trouve, en disant que oui, révision des traités quand ce sera nécessaire, si c'est nécessaire. Et elle ne peut pas dire autre chose, puisque tu l'as dit, Albrecht, c'est le Conseil européen qui va trancher. Et là-dessus, comme pour les questions d'élargissement, on a tendance à jouer la montre en disant que, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer sans modifier les traités? Ben, on peut faire pas mal de choses, hein. Ce qu'on a fait dans le domaine de la santé est typique, mais en même temps, si on veut avancer sur un certain nombre de sujets, sans doute il faudra passer par une révision des traités. Mais là, bonne chance, on va passer à une discussion trapue au Conseil européen. La présidence belge est sans doute assez bien placée pour gérer ça parce qu'elle a vraiment une grande habitude. Mais bon, qui a envie actuellement dans les chefs d'État et de gouvernement d'une révision des traités et qui a envie d'affronter ce sujet vis-à-vis de son opinion publique, qui va dire pourquoi est-ce qu'on veut une révision des traités alors que finalement on va... Et je dirais la réponse va être là aussi largement dans les résultats du 9 juin, hein. Si on a un raz-de-marée populiste et nationaliste, comme c'est une hypothèse pas totalement invraisemblable, à ce moment-là, on oubliera pour un bon moment une quelconque révision des traités. Si par contre il y a une majorité au Parlement qui pousse à vraiment avoir un projet européen ambitieux, peut-être qu'on arrivera à une révision des traités. Ça ne doit pas être un sujet tabou, mais en même temps, c'est un sujet assez compliqué et assez difficile. Eh bien, merci à tous. On est arrivé au terme de cette petite pause méridienne pour le débriefing express, comme on l'avait intitulé, sur le discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On remercie dans un temps express aussi nos trois intervenants, Olivier Brunet, Team Europe Direct, Prince Maboussou, vice-président des Jeunes Européens de Orléans, et Albrecht Schontag, professeur à l'ESCA d'Angers, d'avoir fait une analyse aussi rapide, puisque chacun travaille. Donc, ils ont travaillé fort hier soir aussi pour vous proposer ce petit temps ensemble. On vous remercie d'avoir été aussi présent pour ce rendez-vous qui était organisé, je le rappelle, par les Europe Direct en Pays de la Loire, Europe Direct à Nantes, Maison de l'Europe à Nantes, Europe Direct en Mayenne avec la Maison de l'Europe à Laval, Europe Direct en Sarthe avec la Maison de l'Europe au Mans, Europe Direct à Angers avec la Maison de l'Europe Angers et Maine-et-Loire et l'Europe Direct Vendée pour le service des relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon. Merci à tous et puis rendez-vous à un prochain rendez-vous peut-être sur des questions européennes et surtout n'oubliez pas le 9 juin, les élections européennes. Bonne fin de journée à tous.